de retour à l'émission E égale RG2. C'est la 3e saison donc de l'émission E égale RG2. On est très content d'être de retour parmi vous. On parle de BD à E égale RG2. Et car, bien sûr, qui dit été dit BD. François Anger au microphone, accompagné encore cette année de mes acolytes de toujours, Guillaume Plante. Salut Guillaume. Salut François. François Jean. Salut François. Et un nouveau cette saison, Alex Drouin. Salut Alex. Ben oui, salut François. C'était un grand mensonge que tu disais au début, accompagné par tes acolytes de toujours. Ce n'est pas mon cas. Effectivement, parce que ceux qui suivent l'émission depuis 3 ans, et évidemment vous êtes très nombreux, on a toujours un personnage extérieur qui s'appelait le Civil, qui communiquait avec nous. Eh bien, c'est lui le Civil, Alex Drouin. Et oui, maintenant me voilà incrusté à votre équipe. Ce qui veut dire que si vous croyez en vos rêves. Oui, voilà, c'est ce que je peux dire. Parce que c'est le message de la chose. Qu'est-ce que c'est égale RG2 pour ceux qui nous écoutent pour la première fois? Eh bien, c'est une émission où on parle de bande dessinée de façon ludique, de façon un peu différente. La première saison, on a fait exclusivement les albums de Tintin. L'an dernier, on a fait une formule où on discutait à chaque semaine du meilleur et du pire d'une série classique de bande dessinée. Et cette année, ce qu'on fait, c'est un combat des genres. Donc, à chaque semaine, on a un thème. Cette semaine, c'est la science-fiction et chaque membre de l'émission va avoir une BD sur laquelle on va débattre. On va vous présenter ça au cours de l'émission. Quelques petits trucs. Si jamais vous voulez communiquer avec nous pendant l'émission, c'est très simple. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a surtout sur Facebook, facebook.com/RGCKRL, HERGECKRL. Vous pouvez également aller visiter le site web e-rg2.com. Vous pouvez télécharger les balados-diffusions ainsi que sur iTunes. Et on a également notre hashtag sur Twitter qu'on a acheté il y a très longtemps, le hashtag MatraqueMolle. Pendant que l'action était très très basse. Très très basse. Là, on l'a acheté. On fait des gros profits. Il reste encore beaucoup de place. Alors, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce qu'il y a vraiment encore beaucoup de place. Moi, j'ai une théorie sur pourquoi les gens n'utilisent pas beaucoup le hashtag MatraqueMolle. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise Twitter pour vrai. Ah, ça doit être ça. Oui, il y a 3 personnes. Donc voilà, c'est les façons de communiquer avec nous. Si on est disponible, on va pouvoir y répondre sans problème. Donc cette année, qu'est-ce qu'on fait à égale RG2? C'est le combat des genres. Donc science-fiction. On a, nous ce qu'on a, on a réussi, il nous restait beaucoup d'argent, donc on a acheté un goniomètre. Guillaume dit à nos auditeurs qui ne savent pas qu'est-ce qu'un goniomètre. Ça mesure des gonios. Voilà. Alors, nous, on a acheté ça et c'est un peu lui qui va un peu gérer la façon dont se déroule l'émission. Donc, on a les BD au hasard, on a un ordre de sélection au hasard, c'est le grand goniomètre, on doit faire une offrande au goniomètre pour qu'il nous donne l'ordre de sélection. Donc, celui qui fait la plus grosse offrande a le premier rang, si vous voulez, au repêchage. Oui, parce que cette année, le goniomètre, en plus d'être un goniomètre E accent grave qui mesure les gonios, ça va être le goniomètre AI accent circonflexe qui va maîtriser les gonios. Alors, oui. Oui, donc voilà. Et cette semaine, c'est toi, Guillaume, qui a eu le premier choix. Je crois que comme offrande, tu as donné la recette de sauce à spaghetti de ta mère. Oui, j'ai plus le droit de la faire du reste de mes jours, malheureusement, parce que c'est la meilleure recette de sauce à spag au monde. Et quel est ton choix, Guillaume? De quoi vas-tu nous parler ce soir? Et cette semaine, pour aborder la science-fiction, j'ai profité du fait d'être le premier choix au repêchage pour prendre le gros nom de la science-fiction, c'est-à-dire l'Incal. Donc voilà, l'Incal de Jodorowsky et Moebius. Alex Drouin, deuxième choix au repêchage. Oui, moi j'ai donné la recette de smoke meat de ma mère au goniomètre, mais ce n'était suffisamment pas assez. Moi je vais parler cette semaine de Motel Galactique, une trilogie en fait de Francis Desharnais et Pierre Bouchard. Oh, intéressant, un choix québécois. J'ai le 3e choix au repêchage. Moi j'ai donné un vieux livre de John Grisham que j'avais jamais lu. Et donc voilà, 3e choix au repêchage. Et j'ai décidé de choisir la série américaine Saga de Brian K. Vaughan et Fiona Staples, ou Staples, tout dépendamment. Comme une brocheuse. Ou bureau en gros, en français. Bureau en gros, tout à fait. Et François Jean, dernier choix au repêchage. Oui, moi j'avais plusieurs idées, mais dernier choix au repêchage, c'est pas facile, hein. Guillaume m'ayant scoopé mon choix initial avec l'Incal. J'ai beaucoup voulu me lancer dans en fait non, je me justifierai pas. J'ai pris Rick et Morty
Rick and Morty, en fait, la série bande dessinée, il existe plusieurs histoires parallèles à cette fameuse série animée à la télé. Et je vais parler de ça. Pour ceux qui ont vu la pub sur notre page Facebook, au début, c'était écrit que François Jean aurait la caste des métabarons, mais le goniomètre offre au dernier choix repêchage le droit de changer à la dernière minute son choix. Telle est la loi du goniomètre. Il y a aussi exactement. le fait que Guillaume tient dans ses mains la caste des métabarons parce que ça a rapport avec l'Incal. Le tome 8. Bon, hein? Donc, mais j'aurai l'occasion d'en parler si possible pendant l'émission. Ça devrait être possible. Je pense qu'on a 1 heure. OK. J'ai pas regardé, là. Je sais pas trop à quelle heure on finit. Donc, voilà. Donc, ce sera dans quelques minutes. On va commencer un espèce de petit tour de table pour vous présenter chaque bande dessinée. Mais avant, on va entendre une chanson. À chaque année, on fait toujours des chansons avec des liens un peu tordus sur le thème de l'émission. Cette année, on se casse pas le bicycle. Où on ne se brise pas la bicyclette. On va écouter une pièce du dernier album de Arctic Monkeys qui s'appelle Tranquility Base Hotel and Casino. Et voici la pièce Science Fiction. Religious iconography, giving you the creeps. Feel rubber band, disco lizard, tongue along your cheek. The rise of the machines. I must admit you gave me something momentarily in which I could believe. But the hand of harsh reality's ungrown, and it's on its way back here to scoop you up. But not on my watch. I wanna stay with you, my love, the way some science fiction does. Reflections in the silver screen, strange society. Swamp monster with a hard on for connectivity. The ascension of the creed. Mass panic on a not too distant future colony. Quantitative easy. I wanna make a simple point about peace and love, but in a sexy way where it's not obvious. Highlight dangers and send out hidden messages, the way some science fiction does. The way some science fiction does. Got the world on a wire in my little mirror, mirror on the wall, in the pocket of my raincoat. So I tried to write a song to make you blue, but I've a feeling that the whole thing may well just end up too clever for its own good. The way some science fiction does. Arctic Monkeys avec la pièce Science Fiction sur les ondes de CKRL. C'est l'émission E égale RG2. On parle de bande dessinée car, comme on vous le dit, qui dit été dit BD, et on parle ce soir de science-fiction. Donc, je vous rappelle, c'est le combat des genres. Et ce soir, on lit pour vous l'Incal, on lit également le Motel Galactique, on lit Saga et on lit Rick et Morty. Guillaume, vas-y avec l'Incal, s'il te plaît.
Oui. Alors, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, j'avais profité du fait que j'avais le premier choix pour prendre le gros nom. C'est comme si, pour faire le repêchage cette année de la LNH, j'avais choisi Maurice Richard parce que c'est des plus gros noms ever. Est-ce que c'est un titre qui tient encore la run? C'est ce que nous allons voir. Alors, L'Incal, petit topo, c'est écrit par Alexandro Jodorowsky, un cinéaste, comédien, romancier et mime franco-chilien né en 1929 et illustré par Moebius, alias Jean Giraud, également auteur de plein de choses, dont Blueberry, sur lequel on a parlé l'année dernière. Pour parler de L'Incal, tout d'abord, je vais vous transporter en 1973 pour faire un gros virage dans une station-service pour vous parler du Dune de Alexandro Jodorowsky. Transportons-nous en 1973. Jodorowsky est un cinéaste qui fait des films cultes vraiment fuckés, dont El Topo, Santa Sangre et La Montagne Sacrée. Il est tellement à la mode qu'il y a un producteur qui vient le voir qui dit « Hey, je vais faire ton prochain film, peu importe c'est quoi. » Et Jodorowsky est de répondre « OK, ça va te coûter 10 millions de dollars et je veux que tu achètes les droits de Dune. » D'accord! Et ce qui s'en suivit est une saga. Ils en ont fait un documentaire là-dessus sur le Dune de Jodorowsky. Dune étant bien sûr l'œuvre maîtresse de Frank Herbert, un autre pilier de la science-fiction. Et la vision de Jodorowsky allait mettre en vedette, entre autres, Orson Welles, Mick Jagger et Salvador Dali dans le rôle de l'empereur de la galaxie, dont son trône est un bol de toilette. Ouais, juste ça, hein? Juste ça. Avec une trame sonore de Pink Floyd, un film qui devait durer un minimum de 6 heures, mais Jodorowsky aurait préféré 12 heures. Son but étant un grand artiste, et artiste à l'époque était directement représentatif de la quantité de drogue psychotropique que tu ingurgitais, et Jodorowsky était un grand, très grand artiste, et il voulait représenter les effets du LSD sur la pellicule. Pour ce faire, il approche Moebius, alias Jean Giraud, alias Pita, Bœuf et Agneau, une joke de Giraud, pour faire le storyboard. On se rend compte assez rapidement que le film est impossible à faire, donc les producteurs, pour faire un film moins fucké, demandent à David Lynch. Je répète la dernière phrase. Pour faire un film moins fucké, les producteurs décident d'avoir recours à David Lynch, que sa première vision était Sting en bobette dorée. Fin du topo sur Pas orange, c'est Bobette, Sting? Oh, Mais ils vont le refaire là, avec Denis Villeneuve. Mais cette version-là dont tu nous as parlé, là, c'est pas ça? Probablement. Alors, un peu dépités de ne pas pouvoir faire Dune, ils ont décidé de reprendre certains concepts et de continuer leur belle alliance pour faire une série qui s'appelait à la base Une aventure de John DeFool, un minable détective de série R. Et finalement, c'est devenu L'Incal, qui a été publié à partir de décembre 1980 dans Métal Hurlant, puis publié entre 1981 et 1988 chez les Humanoïdes Associés, une belle maison d'édition si vous cherchez des affaires bien fuckées. C'est un pilier de la science-fiction en bande dessinée. Il y a eu un troc de dérivés. Il y a eu L'Incal. Après L'Incal, il y a eu Avant L'Incal. Ça se tient. Oh oui. Et après Avant L'Incal, il y a eu Après L'Incal. Et après L'Incal, il y a eu Final Incal qui reprenait après L'Incal. Après ça, il y a eu la caste des Métabarons qui traçait le portrait d'un personnage secondaire de la série. Et la caste des Métabarons elle-même, tel un fractal, a ouvert un autre univers complet avec les Métabarons, les Technopères et Megalex. C'est immense comme univers. J'ai compris à peu près 2 mots de ce que tu viens de dire. Avant et après. Et c'est parfait comme ça, parce que quand on lit L'Incal, il faut s'atteler. Jodorowsky, là, il s'entorche un petit peu, si tu comprends ou non ce qu'il a écrit. Il est agressivement nébuleux. Et est-ce que c'est bon, L'Incal? Je pense que oui. Je pense que oui, moi. On n'est jamais sûr. C'est du grand art, avec un A majuscule, un R majuscule et un B. Pourquoi il écrit ça avec un B à la fin? Parce que c'est un artiste, mesdames et messieurs. L'Incal est à la science-fiction ce que Tintin est à la bande dessinée en général, mais la comparaison s'arrête là, parce que le personnage principal de Tintin est Tintin, le personnage principal de L'Incal est John DeFool, et c'est un anti-Tintin. Tintin est brave et fort et se bat bien. Et alors que L'Incal, à la première page, le personnage principal mange la volée de sa vie et se fait garrocher en bas d'un pont dans la Suicide Alley. Parce qu'on est dans un bel univers dystopique comme il s'en fait plus. C'est plate de vivre dans le futur dans L'Incal.
Je peux-tu en parler? Je peux-tu en parler? Oui! Hey, c'est tellement malade. Vas-y. Dans cet univers-là, il recouvre les planètes de Teflo-béton. Puis après ça, il drille un trou dans la planète avec une immense perforeuse. Puis il crée une ville qui vit dans le filet créé par la grosse perceuse. Et au fond du trou, il y a le lac d'acide. Puis là, on peut s'imaginer la hiérarchie de la ville qui est comme les riches sont en haut près du ciel, puis les pauvres sont en bas près de l'acide. C'est vraiment capoté. L'emploi du mot Teflo-béton me rappelle que cette série-là a vraiment été le plus grand utilisateur d'un des tropes de science-fiction que j'adore, c'est l'utilisation du préfixe. Ah oui, hein, il y a du beau préfixe, là. Ah ouais. Pour mettre un mot plus high-tech, t'ajoutes un préfixe. Ouais. Comme justement, il y a eu le Teflo-béton, il y a les métabarons, il y a les technopères. Technopap. Et- Ouais. Et John DeFool est un friand utilisateur des homéoputes. Qui, je crois, qui est quand on met une prostituée dans un flacon, qu'on l'enlève et qu'on le remplit d'eau. C'est très possible. Incroyable. Mais oui, moi aussi, les préfixes, la première fois que j'ai lu l'Incal, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Tu pourrais enlever tous les préfixes, ça pourrait être des choses bien, bien ordinaires. Là. Mais Oui, dès que c'est- tu rajoutes un préfixe, automatiquement... Y a-t-il un truc qui s'appelle un chrono quelque chose? Il me semble que ça prendrait un chrono quelque chose dans l'Incal. Non, c'est relativement dans le temps, c'est très sage, c'est très linéaire. Ouais. Là. Mais côté histoire puis dimension, là, ça s'en va à gauche, Genre à droite. une chronopelle. Pourquoi pas? Non, mais quelqu'un qui a une pelle, c'est une chronopelle. Puis c'est tout. Ouais. Oui, le pouvoir de la chronopelle, c'est qu'on prend la pelle dans les mains et on commence à creuser. Et 30 minutes plus tard, il y a un début de trou. Ouais, voilà. Ainsi comme fonctionne la chronopelle. Alors voilà pour la petite intro pour l'Incal. On va en parler bien sûr plus tard dans l'émission. Alex, Motel Galactique. Oui, je vous parle de Motel Galactique, scénario de Francis Desharnais, dessin de Pierre Bouchard. 3 volumes parus respectivement 2011, 2012 et 2013. Donc une trilogie, une par année. Toujours un travail très ardu de sortir une œuvre, dis-je, par année. C'est paru aux éditions Pow Pow. Alors si je faisais un petit résumé de l'histoire en une phrase, là, c'est assez simple. En fait, c'est dans un futur dont l'univers est entièrement contrôlé, dirais-je, par la culture québécoise, Pierre Bouchard, qui a été cloné pour ressusciter la race du Saguenay, retrouve sa copie originelle, donc l'originel Pierre Bouchard, et part avec lui dans des folles aventures aux 4 coins de l'univers. Vous aurez remarqué que le nom du personnage principal, c'est Pierre Bouchard, et le nom du dessinateur de la BD, c'est Pierre Bouchard. J'ai hésité quelques instants à classer ça dans des livres autobiographiques, mais j'ai eu quelques indices qui me disaient que c'était probablement pas vrai, tout ça, Il y a des chances. au fil de ma lecture. Je trouve ça vraiment intéressant comme univers, en fait, où, comme je disais, la culture québécoise, en fait, a pris le contrôle. Et ça se passe dans le futur, là. Tous les gens ont quitté la planète Terre parce qu'elle était plus ou moins inhabitable. Et la plupart des personnes ne meurent pas. Personne ne peut mourir parce que tout le monde est le clone de quelqu'un et se clone à l'infini. En fait, t'es toujours amélioré au fil du temps. Alors, si, par exemple, moi, je voulais être plus grand, plus fort, plus musclé ou plus intelligent, chaque fois que je venais pour mourir, on me clonerait et on pourrait m'améliorer comme ça en continuant dans le futur. Donc, c'est assez le fun. Et les filles aussi s'améliorent et dans le futur, toutes les filles ont des grosses boules. Fin de la citation. C'est écrit ça dans une des premières pages là, du livre du premier volume. Textuellement écrit comme ça. Et on se promène justement, comme je disais, de planète en planète pour explorer l'univers. Et la culture québécoise a pris l'entièreté de l'univers. Et Guillaume, toi qui es un amateur de préfixes, tu te rendras compte que dans le futur du Motel Galactique, tout le monde parle le spatio-joual. Oui. Wow. Tout le monde parle de spatio-joual. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on apprend à connaître plusieurs planètes. Il y a notamment une planète de luchadors dans cet univers-là. Il y a également une planète d'espèce de grano hippie aussi qui est là. Des planètes avec juste des petits casse-croûtes dessus. Alors c'est ça qui se passe dans ce futur-là. Et j'ai appris quelques leçons en lisant Motel Galactique. La première, si tu veux voyager dans le passé, faut que tu fasses le tour du soleil en chantant des chansons de la Bolduc. Et les Sprougnens sont réputationnés pour être des crosseurs. Alors, c'est 2 leçons que j'ai appris en lisant Motel Galactique. Faites-en ce que vous voulez. Si vous rencontrez un Sprougnier. Oui, c'est ça. Si jamais vous rencontrez un Sprougnier, faites attention. Il y a des chances qu'il soit un peu crosseur. Aussi, il y a des belles quotes, des belles citations à l'anglaise dans ces BD-là, dont une qui reprend notamment le début de Star Trek. Là, on dit to boldly go where no man has gone before. Et là, c'est to boldly go where no gars du lac has gone before. Parce qu'on se rappellera que Pierre Bouchard est un gars du Saguenay. Petit quiz pour vous, messieurs.
Dans le deuxième volume, qui s'appelle le Folklore contre-attaque, lien évident avec Star Wars, bien sûr, il y a un grand méchant qui s'appelle Darth Bradar ou Darth Bradar, selon ce que j'ai pu retrouver sur Google Translate en utilisant l'audio. Et il y a un grand méchant qui est un mélange de plusieurs personnages de la culture québécoise. Alors j'ai un quiz pour vous, pour ceux-là qui ne l'ont pas lu. Alors toi, François, Jean, j'imagine que tu ne l'as pas lu. Ne donnez pas la réponse, les autres. Alors, il y a un personnage qui est un mélange de trois grands méchants du Québec. Je vais vous donner un indice. Est-ce que c'est A, la mère d'Aurore, l'enfant martyr, Jean-Paul Bello, personnage de Gilbert Sicotte dans Les Dames de cœur, et Séraphin? B, le bonhomme 7 heures, André Arthur et Lynn Lapoffine dans Les Invincibles? Ou C, matricule 728, RBO au complet et Jacques Mercier, Yvan Ponton dans L'An Sécombe. Quand tu dis, excuse-moi, quand tu dis la mère d'Aurore, l'enfant martyr, est-ce que c'est la sa belle-mère, mère ou oui, la sa maraude? belle-mère, oui, sa belle-mère maraude, oui, c'est ça, sa belle-mère maraude, parce que c'était sa mère, mais sa belle-mère. Écoute, j'aimerais que ça soit C. OK. Ça a comme pas de bon sens. Ben, je vais te donner un indice. Le personnage en question dit à un moment donné dans une des BD, viande à chien, Luc, je suis ton père. Ah, donc c'est B. Non, c'est A, c'est Séraphin. Parce que j'ai fait une fausse association. Un mélange de la belle-mère maraude d'Aurore, Jean-Paul Bello et Séraphin. Alors, fascinant personnage dans cette histoire. Non, j'ai bien ri, en fait, en lisant ces BD-là. C'est très bien écrit. Francis Desharnais, moi, je l'avais découvert dans ses récentes œuvres. En fait, les premiers aviateurs. J'avais beaucoup ri en lisant ça. Puis, les dessins de Pierre Bouchard également sont assez intéressants. Tout fait au crayon de plomb. On voit même des marques d'effaçage où il a recorrigé le texte, repositionné des personnages. Là, il y a des traces de ça qui sont dans le livre également. Tout au long de la lecture, j'ai remarqué ça, je prenais un malin plaisir à voir où il y avait effacé, changé le texte dans tout ça. C'est très bien, ça se lit vite, j'ai lu ça toute d'une traite, j'ai ri beaucoup. Alors j'ai vraiment adoré ça. C'est très bon, allez lire ça, une belle trilogie. Le dernier opus, peut-être un peu moins comparativement aux deux autres, parce que la fin est un peu trop méta à mon goût et non pas méta baron. Faites attention quand même à ne pas confondre, mais c'est très méta où les personnages se rencontrent eux-mêmes et tout ça, donc c'est un peu étrange, mais j'ai vraiment adoré ça. Et pour les amateurs de tout nu, dès la page 11, on voit déjà une paire de quelque chose. Ah, je te bats. Ah oui, déjà plus plutôt que ça. On va en parler tout à l'heure, c'est dans notre grand questionnaire. Donc voilà, Motel Galactique de Francis Desharnais et Pierre Bouchard, on va en parler tout à l'heure également. Pour ma part, Saga, c'est une bande dessinée américaine qui est parue chez Image Comics. Pour ceux qui suivaient la bande dessinée américaine un peu du coin de là, Image Comics c'est surtout réputé pour à la fin des années 90, c'est plusieurs créateurs de Marvel qui ont parti ça, mais c'était surtout connu pour des trucs, des super-héros un peu étranges, Spawn, Youngblood, des trucs pas terribles. Mais depuis quelques années, ils se sont redéfinis comme un lieu. C'est toujours les créateurs qui ont les droits sur leurs œuvres. Ça appartient pas à la compagnie, mais ils ont pris une tangente où un peu plus adulte, ils vont chercher des trucs un peu plus pointus, des trucs beaucoup plus intéressants que ce qu'ils faisaient à l'époque. Et donc Saga, c'est un peu leur série phare en ce moment. C'est donc de Brian K. Vaughan et Fiona Staples. Brian K. Vaughan, c'est un auteur qui a déjà travaillé sur la série télé Lost pour ceux qui aiment les séries où la fin est très décevante. J'espère que ce ne sera pas le cas pour Saga. Alors, qu'est-ce que c'est Saga? En fait, c'est de la science-fiction au même titre probablement que Star Wars est de la science-fiction, c'est-à-dire pas vraiment. C'est comme il a travaillé en télé, on sent beaucoup quand même une influence de la télé en anglais ils disent serialized, donc avec une histoire qui suit. Donc on peut faire peut-être des parallèles avec Game of Thrones, ce genre de série-là, avec beaucoup de punch. Une série, je vais en parler, mais je donnerai pas beaucoup de contenu parce que il y a beaucoup de punch, donc ça vaut la peine de le lire. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette série-là? C'est dans le fond l'histoire entre deux planètes en guerre. Une planète qui s'appelle Landfall et une planète qui s'appelle Wreath. Et sur l'une des planètes, sur Landfall, les gens, comme on les reconnaît, ils ont des ailes. C'est des humains normaux. Ils ont des ailes. Et sur Wreath, qui est la lune de Landfall, les gens ont des cornes. Et évidemment, ces deux planètes-là sont en guerre. Et il y a deux personnages, deux soldats. Marco, qui est de Wreath, et Alana, qui est de Landfall. Marco est prisonnier et Alana est sa geôlière. Et ils tombent en amour. Et ils ont un enfant ensemble. Et évidemment, un enfant hybride entre deux planètes en guerre. Personne n'aime ça. Ouais, et donc évidemment ils doivent s'échapper, donc c'est la fuite. Et ce qui est intéressant dans cette série-là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est très contemporain. L'auteur Brian K. Vaughan a gardé ça très
même si on est dans les vaisseaux, dans les personnages bizarres, dans les gros monstres, dans des situations un peu loufoques, ça reste qu'à la base, c'est une histoire de deux parents qui veulent bien faire pour leur enfant, qui donneraient tout pour leur enfant. D'ailleurs, c'est l'enfant, Hazel, qui raconte un peu l'histoire un peu plus tard, donc un peu à la manière de This Is Us ou How I Met Your Mother. Et c'est des thématiques de la vie très, très, très courantes, comme on pourrait dire comme avoir une nouvelle auto / une nouvelle maison, devoir se trouver un nouvel emploi dans une nouvelle ville, devoir se trouver une garderie. Donc il y a toutes sortes des trucs, c'est très normal tout ça. Le personnage, les deux personnages principaux, ils ont une nounou avec eux dans leur voyage pour s'occuper du bébé. Donc c'est plein de petites choses comme ça, très intéressantes. Je trouve ça garde la série quand même très très lisible. Donc on n'est pas comme dans l'incal, dans des trucs pétés là, où tu dis on pourrait prendre toutes les drogues de la terre en même temps, écrire une bande dessinée. Et il y a très très beaux dessins et même tous les personnages secondaires sont tous très 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 intéressants, justement à la manière d'une série télévisée. Là, on joue beaucoup sur les personnages, on rend les personnages, même les personnages méchants deviennent attachants. Il y a souvent des revirements de situation. Des fois, les méchants, on se rend, comme tous les bons méchants, on se rend compte qu'eux aussi, c'est un peu le héros de leur propre histoire. Donc, là, je rends ça un peu très linéaire, mais il y a quand même des trucs vraiment, vraiment bizarres. Comme une famille royale qui sont tous des espèces d'androïdes avec des têtes de télévision. Et c'est complètement bizarre. Si vous avez voulu... si un de vos trucs, vous, dans la vie, c'est de voir des androïdes avec des têtes de télévision baiser, eh bien, c'est la série pour vous, parce qu'il y a ça dans Saga. Ouais, mais il y a aussi la classe populaire qui ont des têtes de télévision, mais les autres, c'est des télévisions noires et blancs. Je capote Saga, c'est tellement bon, là, excusez. Ouais, écoute, c'est vraiment tout un univers, un chat, il y a un chasseur de primes qui court après nos deux héros, et il y a un chat avec lui qui s'appelle le Lying Cat, donc le chat menteur, et dès que quelqu'un ment, le chat qui est gros comme un tigre, une espèce de chat perçant, pas de poils, dégueulasse, il dit lying. Automatiquement, si quelqu'un ment, il va te le dire. C'est tellement bon. Ouais, c'est vraiment une très 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 bonne série. Et là, ça continue. Je pense qu'on est rendu au volume 7, je crois, 7 ou 8. Allez voir ça, c'est disponible en français. Ceux qui lisent l'anglais, c'est évidemment en anglais, mais c'est également disponible en français. Donc c'est très très intéressant. Saga de donc Brian K. Vaughan et Fiona Staples. Il nous reste à peu près 1 minute, François-Jean, pour Rick and Morty. Je pense qu'on ça va être très court. Ah, vas-y donc. Je peux y aller après la chanson, par exemple. Oui, 1 minute, c'est vrai que c'est court. C'est un petit peu court. OK, je vous propose d'en reparler après la pause, et ça va être bien intéressant. Solution, fini tâche et travaux, c'est l'heure de la révolution. Descendu dans mon labo, j'aime ça quand ça grouille. C'est pas Dolly la brebis, ni une copie grenouille. Photocopie génétique, et les copies cybernétiques, opération chaotique, réplique authentique. Des 0 et des 1 dans le malaxeur. C'est de moi-même que je vais cloner. Copie conforme de ma personne. Les brebis, ça sert à rien. C'est d'un robot dont j'ai besoin. À mon travail remplacé, je me lève sur l'heure du dîner. Je fais plus rien de mes journées, sinon pourquoi je me suis cloné? Doubler son identité pour s'effacer, c'est
et les vacances à l'année. Je suis plus jeune retraité. Photocopie génétique, télécopie cybernétique, opération chaotique, réplique authentique. Un jour la fin, c'est le bonheur. C'est de moi-même que je vais donner. Copie conforme de ma personne. Les brebis, ça sert à rien. C'est d'un robot dont j'ai besoin. Mon emploi rémunéré, hier matin, il a quitté. Plus ou moins démotivé, il est incapable de travailler. Mais je peux pas quitter ma vie de pacha, puis j'ai trouvé la clé. Descendre dans mon labo, puis mon journal va tourner. Je veux déjeuner à toutes les heures. C'est de moi-même que j'ai pionné. Copie conforme de ma personne. Les brebis, ça sert à rien. C'est d'un robot dont j'ai besoin. On vient d'entendre Plastic Light avec la pièce Dolly sur les ondes de CKRL 89.1. C'est l'émission E égale RG2. On parle de BD. Avant la pause, on s'était quitté avec François-Jean qui devait nous parler de la série Rick et Morty. Vas-y, François-Jean. Bien sûr, bien sûr. C'est très... c'est intense quand même le combat des genres. Là. Je réalise ça en ce moment. Là, on est là qu'on s'apprête à se sauter d'en face puis à décider qui a la meilleure série puis le perdant va se faire lancer dans un lac d'acide. J'ai pensé y aller facile en prenant le spin-off BD de Rick et Morty, vu la popularité de la série animée à la télévision, qui depuis 2013 est vraiment rendu au stade de phénomène. C'est mondialement répandu, il y a plein de gens qui trippent là-dessus, il y a eu des produits dérivés. J'ai eu peur en voyant qu'il existait des histoires inédites en bande dessinée de cette série-là, en pensant que ça allait être justement quelque chose de très réchauffé, qui existait seulement pour vendre un peu plus de marchandises finalement. Je me suis risqué à prendre ce choix-là parce que le livre, la première BD, c'est celle que j'ai lue, est sortie en 2015. C'est-à-dire 2 ans après le début de l'émission. Et ça me semblait être assez tôt dans le processus pour que ça ne soit pas juste une espèce de passe commerciale. Il y a eu 40 bandes dessinées qui ont été faites. Et ce qui est intéressant pour ceux qui connaissent peu l'univers de Rick et Morty, genre moi qui ne connais pas ça du tout. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. C'est créé par Dan Harmon et Justin Roiland qui sont les créateurs de la série Community que Guillaume m'a fait découvrir d'ailleurs. Dan Harmon, oui, pas très Justin bon. Roiland. Justin Roiland est Community, c'est très bon. Ouais, Community est très. Donc puis c'est des gars qui sont issus du milieu de l'impro. C'est du sitcom mais dans l'univers de la science-fiction en utilisant tous les référents possibles. La série télé, pour vous donner une idée, ça passe dans l'univers C137 et la bande dessinée se passe dans l'univers C132. Fait en faisant 2 univers parallèles, ils se permettent de faire des... le mot m'échappe, là, en anglais, on dirait des callbacks à la série télé sans impacter l'histoire, etc. Fait que l'idée d'univers parallèle est extrêmement utilisée dans Rick et Morty. Mais c'est quoi Rick et Morty? Rick et Morty, ces gens-là? C'est un grand-père extrêmement cynique, condescendant et un savant fou qui est capable de faire à peu près n'importe quoi. Et son petit-fils qui est très dominé dans la relation entre les deux puis qui arrête pas de se faire traiter d'idiot, d'imbécile. Fait que c'est très caricatural. Là. Il y a un personnage beaucoup trop dominant, beaucoup trop puissant. C'est quasiment un... Mais c'est un anti-héros. Là. Il est méchant, il est perfide, il a des mauvaises intentions, il est criminel, il est alcoolique, il a tous les problèmes. Et le petit garçon, lui, c'est l'innocence, mais aussi la peur. Il est pas capable de faire quoi que ce soit. Il est toujours en train de... Fait qu'on pourrait voir là-dessus 2 extrêmes d'une personnalité. La confiance, mais méchante, puis la candeur, mais sans capacité. Là. Fait que c'est ces 2 opposés-là. Ça fonctionne très bien. C'est Simon Richard qui m'a fait découvrir la série il y a un bout de temps. D'ailleurs, s'il écoute la série, on le salue. On le salue. Ben oui. Et j'étais très curieux de lire la bande dessinée. Je l'ai fait. Bande dessinée qui est écrite par Zach Gorman. Et faut savoir que Dan Harmon et Justin Roiland ont entériné là, cette partie-là de l'univers, c'est-à-dire le côté bande dessinée de la patente, qui est totalement inédit. Donc oui, c'est un gros phénomène. La saison 4 de Rick and Morty a été signée, est en production en ce moment pour 80 épisodes. C'est gigantesque.
Et voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire à propos de ça. OK, excellent. Donc, maintenant, ce qu'on va faire pour continuer la discussion, c'est qu'on a un questionnaire qui va essayer d'amener la discussion un petit peu plus loin. Donc, on a des questions qu'on va devoir répondre sur chacune de nos BD. Donc, on vient là à tour de rôle sur chaque question. Tout d'abord, est-ce que dans vos BD, on va y aller dans le même ordre que celle de la pige, est-ce qu'il y a une mention de l'allégorie de la caverne? De Platon, bien sûr. Guillaume? Probablement. Tout dépend de l'interprétation, mais à vrai dire, je pense peut-être plus que l'allégorie de la caverne est elle-même une référence à l'Incal. Je pense que c'est vraiment le contraire. Probablement. Ouais, l'allégorie de la caverne, c'est l'Incal. En même temps, tu as tout à fait raison et tu as également tort. Oui. C'est ce qui est bien. Moi, ce que je peux affirmer, c'est que toute cette série représente en elle-même l'entièreté de l'allégorie de la caverne où Pierre Bouchard du passé qui a été congelé, celui qui est le point zéro en fait du clonage du personnage Pierre Bouchard qu'on suit également là-dedans, arrive dans le futur et lui sort de cet univers-là et là apprend trop de choses et là c'est trop pour lui, il veut retourner dans sa caverne. Alors c'est une allégorie de la caverne complète, le Motel Galactique. Dans Saga, il y a une caverne. Okay. François Jean? Moi, je pense que si les personnages faisaient une référence à l'allégorie de la caverne, ce serait avec mépris, en disant que la philosophie, ça n'apporte rien de bon, et ce serait rejeté comme ça, là, spontanément. Donc, je pense pas. Okay. Est-ce qu'il y a une citation de Marcel Proust dans l'Incal? Non, dans l'Incal, personne ne se couche de bonne heure. Ah. Mais il y a une citation de Marcel Proust parce qu'à un moment donné, la planète entière crie ballonné au complet, et Marcel Proust est probablement sur cette planète, donc oui. Probablement. Dans Saga non plus, je pense pas qu'il y ait des citations de Marcel Proust. Il y a beaucoup de vulgarité, par contre. Ouais, beaucoup de vulgarité aussi de mon côté, mais pas de Proust, pas de petite... c'est quoi la pâtisserie, là, de Madeleine? Les Madeleines. Bon, sujet, je pense que pour celle-là, ça va être intéressant. Y a-t-il du tout nu dans votre BD? Bon, Guillaume? là, j'ai du contenu et des notes. Eh bien, dès la 7e page, on a droit à une scène torride impliquant une femme sans vêtements et un tueur à la tête de chien nommé Kill Tête de Chien. Wow. Et on a également le personnage principal, John D. Fool, qui, longtemps avant Game of Thrones, faisait de l'exposition sur l'histoire en se faisant rider par une homéopute dans un bordel appelé le Crédit sexuel de la région parisienne. Rider, c'est le terme scientifique. Oui, chevauché, telle une Amazon. On poursuit. Et finalement, on a le personnage Anima, gardienne de l'Incal Lumière, qui porte un chandail se démarquant par son statut de Pala Pantoute. C'est bien, oui. M. Drouin? Oui, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, toutes les filles ont des grosses boules dans le futur de Motel Galactique. Et ça, c'est textuellement. Là, oui, c'est pas textuellement toi, écrit, fin de la citation. Et dès la page 11, moi, du premier volume, j'ai du tout nu. Et la planète dont je parlais tout à l'heure également, des grano hippies, ça prend pas longtemps que tout le monde est tout nu. Moi, dans Saga, il y a extrêmement beaucoup de tout nu. Les 2 premières pages, c'est déjà un accouchement. Et la première scène de sexe, c'est entre justement 2 androïdes qui ont des têtes de télévision. Donc ça commence comme ça, là. Puis, Elle se fait poser le câble. Ouais. Et il y a vraiment beaucoup de tout nu dans Saga. Ben, dans Rick and Morty, allez coucher les enfants. Ben, il y en a pas beaucoup, moi, de mon côté, là. Il y a des références à ça, il y a des blagues de ça, des blagues d'être tout nu parce qu'il y a des races extraterrestres qui peuvent pas tolérer de voir des organes génitaux, donc ils se mettent tout nus pour éviter de se faire attraper, mais c'est toujours avec des plans là où on voit pas les organes, on voit des côtés de fesses. C'est correct. Est-ce que vous recommanderiez cette BD à votre mère, Guillaume? Laisse-moi regarder mes notes. J'ai noté, et je cite, « Ish ». OK. Alex? Ben écoute, c'est sûr que ça va y parler, là. Ça parle en joual, puis c'est une histoire qui se peut, là. Fait que moi, je dirais oui, il y aurait une facilité à faire la lecture de ça. Alors moi, pas du tout. Non, vraiment pas. François Jean? Moi non plus. Non, définitivement pas. Il n'y a rien à faire. Non. Est-ce que ce serait meilleur en noir et blanc ou si c'était en noir et blanc en couleur? Mais là, c'est tout en couleur, nos affaires. Non, ben moi, pas tant que ça. En fait. Hey! Respecte le goniomètre. Ah non, je vais être puni. L'Incal est en couleur et je verrais pas vraiment ça en noir et blanc. Il y a sûrement eu des tirages de tête en noir et blanc. Ça doit être pas si pire parce que Moebius a quand même un bon trait. Mais les couleurs sont très criardes, très acidulées. Ça ajoute beaucoup au malaise de chaque... Oui, c'est ça. C'est un trip d'acide et les couleurs acides en font partie. Chaque volume, en fait, de Motel Galactique a sa propre couleur. Le premier, le bleu, le deuxième, le rouge, le troisième, le jaune, entrecoupé de traits de crayon et de blanc. Donc, c'est difficile de dire si c'est de la couleur du noir et blanc ou si ça serait mieux un de l'autre. C'est un mélange des deux! Ben, Saga non plus, je pense que c'est la couleur apporte beaucoup. Et en plus, le dessin est très moderne. Des fois, on peut peut-être faire...
Des fois, on peut mettre des trucs en noir et blanc, des dessins quand même assez classiques. Là, c'est vraiment une facture très moderne. En fait, c'est du dessin à l'ordinateur. Sinon, la couleur est vraiment très importante dans Saga. Écoute, je vais vider mon sac, là. Je vais être bien honnête, là. T'as même pas de sac? Ben non. Mais la bande dessinée, quand je l'ai récupérée, la couverture est superbe, mais le dessin à l'intérieur est vraiment très laid. C'est très peu élaboré comme dessin. Les couleurs sont vraiment pas formidables. Fait que moi, je pense que la bande dessinée Rick and Morty, du moins le premier tome, là, celui que j'ai ici avec moi, aurait pu être en noir et blanc et ça n'aurait pas changé grand-chose. Voilà. Okay, bon, super. Oui, ça me fait un peu penser un peu à Scott Pilgrim, de ce que j'ai vu vite Ouais, là, quand même. qui est en noir et blanc. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins? Dans lesquels c'est dur à dire, parce qu'il y a beaucoup de personnages androgynes et /ou hermaphrodites. Fait que oui, bémol. Mais oui, il y a des personnages féminins qui sont quand même importants, mais c'est beaucoup la mère de tel personnage ou l'amoureuse d'une autre. Fait que... Non, pas du tout dans Motel Galactique. Très peu de femmes, autres que celles qui ont des énormes... mais non, il n'y a pas d'enjeu féminin dans ces volumes. Alors, moi, je vais faire plaisir aux gens modernes. Saga, c'est assez très, très progressiste comme série. Justement, il y a beaucoup d'enjeux modernes. Justement, même il y a un personnage, un espèce d'extraterrestre transgenre. Le personnage principal, Alana, le personnage principal est c'est une femme très moderne. C'est la petite fille qui nous raconte l'histoire. Donc oui, il y a d'autres personnages féminins aussi qui viennent plus tard, mais je veux pas trop en dire. Mais oui, Saga, c'est pour ceux qui sont dans l'air du temps. Saga, c'est très représentatif de la société moderne. Je serais curieux de le lire. Je Ben, connais pas, ça a l'air vraiment pas pire. Rick and Morty, pensez à un sitcom, pensez aux Simpsons, pensez à quelque chose comme ça. Donc les personnages, il y en a des personnages féminins, sont assez définis, ils ont une personnalité très complexe, mais en même temps, il n'y en a pas tant plus qu'il y a de personnages d'hommes. Fait que c'est assez égal. L'accord BD Breuvage avec votre BD. L'an dernier, on avait fait ça, Guillaume, toi qui es notre mixologue en résidence. Mais là, on va le faire pour tout le monde. L'Incal, je le considère comme une bande dessinée avec la pincée de goût techno-fruité et paléo-généreux. Et je suggérais de lire la série en buvant la dernière vapeur de placement de système solaire évaporé dans la grande protocalypse. Wow! Superbe. De mon côté, Motel Galactique, en fait, j'ai pas de breuvage même à vous suggérer comme accord cocktail BD, mais en fait, ce que je vous dirais, c'est que je vous conseille d'aller dans l'espace cocktail de la SAQ. L'espace. Oh, espace cocktail. Saga, je dirais peut-être un kombucha avec de la grenadine dans le fond. C'est toujours bon. Tu boirais ça, toi? Non. Non, mais bon. Dans Rick and Morty, le breuvage qui accompagnerait ça, ce serait... Je sais pas si vous vous souvenez du film Ninja Turtles 2, The Power of the Ooze. Un des 5 meilleurs films. Secret of the Ooze. Voilà. Ben, il y a l'espèce de gelée verte qui est là-dedans. Mettez ça dans un malaxeur et pesez sur 10 pour que ça malaxe très rapidement. Ça va créer un genre de vortex. Et buvez ça pendant que ça vire. Dans un même ordre d'idée, est-ce qu'il y a un personnage avec qui vous iriez prendre une bière? John Defoe, le détective de série R, semble être un bon partenaire de beuverie si on fait abstraction de potentielles conséquences néfastes, c'est-à-dire rencontrer une obéopute qui va être finalement la mère de l'enfant que tu vas rencontrer 2 albums plus tard. Ouais. C'est un peu dommage. Mais dans Motel Galactique, en fait, déjà, il y a une sorte de bière futuriste inspirée du Québec qui s'appelle la Mole Pon ou la Mole Pen. Je sais pas comment le prononcer. Je pense que c'est Pen. Pen, Mole Pen. Et moi, en fait, le personnage avec qui j'irais prendre une bière, en fait, ce serait probablement un sprougnien pour vérifier la hauteur caractéristique de leur crosserie potentielle. Bien, dans Saga, il y a le personnage de Marco. Écoutez, c'est le bon père de famille. C'est comme le père dans This Is Us, mais moins barbu. Moins années 80, puis avec plus de cornes. Je sais pas, je me retrouve dans ce personnage-là. C'est le bon père de famille, le bon Jack. En même temps, je bois pas de bière. Fait que de quoi tu parles? Ben, c'est ça. Dans Rick et Morty, il y a Rick avec qui il est toujours sous. Il est toujours en train de sortir une petite bouteille de sa poche puis de boire d'alcool fort. Fait que c'est facile. Mais il y a aussi Bird Person, qui est un homme oiseau très gentil, très aimable, qui fait des très bons parties dans la série, avec qui j'aimerais bien prendre une bière. Et on va terminer le questionnaire à tour de table avec: est-ce que vous voyez un parallèle avec votre propre vie dans cette BD-là? Oui, mes parents voulaient faire un film artistique gros budget basé sur le cycle de fondation d'Isaac Asimov, mais ils ont fini par faire l'amour et me concevoir à la place. Ben oui, faut faire des choix dans la vie.
Ben, il y a des bons parallèles à faire avec ma propre vie, en fait. En tant qu'enfant unique, j'aurais bien aimé me cloner pour avoir un ami tout jeune qui était moi-même, Qui était en fait, toi-même, qui aurait ouais. été moi-même. Alors, je me suis reconnu là-dedans en voyant Pierre Bouchard et Pierre Bouchard 2. Je sais plus quelle version qu'il y avait avec lui. Ça aurait été bien intéressant. Mais sinon, c'est sûr que ça m'a donné le goût d'avoir un petit spatio-jet, là, tout ça. C'est sûr. Ben, Saga, c'est ça. Comme je disais, c'est la vie courante, hein, donc c'est très facile de se transposer dans la bande dessinée. Pas surtout, là, le sexe de télévision, ça, c'est peut-être moins ça. Mais oui, quand même, des trucs comme tu sais, un emploi, une garderie, des choses comme ça. Oui, je me retrouve dans... Pas dans tout, là. S'il y a des gens de la famille qui écoutent, là, je me retrouve pas dans tout dans Saga, mais quelques trucs, oui. Moi, écoute, j'aime bien l'approche de prendre toujours le scénario le plus compliqué pour résoudre un problème. Ça me colle un peu au corps aussi. Puis c'est un thème de Rick et Morty qui est assez commun, fréquent, disons. Mais je vais dire la coupe de cheveux à Rick, surtout en ce moment, là, avec le désastre de ce qui m'arrive. Tout à fait. Bon, alors voilà pour le tour de table. Là, comme on disait au début de l'émission, on a un goniomètre. Et il faut donner des offrandes au goniomètre. Et le goniomètre demande qu'il ne reste que 2 bandes dessinées à la fin de l'émission pour que vous puissiez voter sur notre page Facebook, facebook.com/RGCKRL, ou par le hashtag MatraqueMolle sur Twitter. Donc, va falloir que le goniomètre décide de quelles 2 bandes dessinées ça va être. Guillaume, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Ben, avoir à dire c'est laquelle la meilleure bande dessinée, j'aurais comme pas le choix de dire Saga parce que c'est la meilleure bande dessinée que j'ai lue dans les 10 dernières années. Mais ma défense est-ce qu'il y a une BD qui est importante dans l'histoire de la BD de science-fiction? Oui. L'Incal a tellement inspiré tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est dystopie, ça a été de près ou de loin inspiré par Jodorowsky et Moebius. Le 5e élément, c'est quasiment l'Incal du début à la fin. C'est un Pecno qui se fait imposer, qui se retrouve malgré lui protecteur d'une entité extraterrestre surpuissante. C'est l'Incal, c'est important, c'est l'Incal, c'est super bon. Mais Saga, c'est tellement bon, c'est juste pas d'allure. Mais l'Incal, c'est meilleur. Ben non, mais oui. Non, je comprends un peu qu'est-ce que tu veux en dire, Guillaume, mais même si on parle du statut d'originel, là, c'est comme si on parlait là, de films qu'on disait Star Wars, c'est basé un peu sur Flash Gordon, mais Flash Gordon, c'est meilleur parce que c'est l'original. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, l'Incal, ça m'a rien inspiré du tout. Moi, c'est comme ça que je vais fonctionner. Je vais pas vanter ma BD, je vais détruire les vôtres pour être bien mieux, beaucoup plus intéressant. Puis, François, si on parle justement de saga et de la vie quotidienne, c'est pas parce qu'on ajoute le mot spatio ou espace devant chacune des affaires de la vie quotidienne que ça devient plus intéressant. Puis François, Rick and Morty en BD, come on. Ça aurait pu être tellement mieux, une espèce de cash-in cheap pour faire un peu d'argent, là, vite fait, en ayant un peu de royauté sur une BD qui a même pas été écrite par les auteurs originaux. Voyons donc. Écoute. C'est du bon nivellement par le bas, ça, droit. Mais là, il y a un truc. C'est quoi un Incal? Pourquoi, tu sais, on sait pas c'est quoi un Incal. C'est le petit bout de plastique au bout de ton lacet. Oui, mais... c'est ça, moi, j'ai toujours aimé, tu sais, ce genre de BD-là, c'est toujours le fun à aller, tu sais, sur le moment, là, tu lis ça, là, puis là, c'est pété, là, puis il y a des technopaps, puis des machins. Puis là, après ça, tu fais, mais qu'est-ce que c'est ça? Je pense que le but, c'est pas de savoir c'est quoi, c'est juste de le vivre, de l'avoir vécu. On dirait que on trouve ça bon, mais on n'est pas sûr pourquoi. C'est de l'art. Mais, en fait, moi aussi, je pense que toutes les vôtres sont pas bonnes. Je vais dire ça comme ça. C'est correct. Et pour les raisons suivantes. Bon, François Jean, je ne sais pas c'est quoi. Donc, si je connais pas ça, forcément, c'est pas bon. Alex, Francis Desharnais, qui est le scénariste de Motel Galactique, il y a quelques années, on a fait de l'impro BD ensemble, où on faisait de l'impro mélangé avec la bande dessinée. Et pendant un match, il a fait un dessin qui était pas très clair, et ça nous a fait perdre le match. Et je lui en veux à jamais. Je comprends. Guillaume, l'Incal, c'est pas bon. En fait, est-ce qu'on peut pardonner à l'Incal d'avoir donné naissance après ça au Métabaron et à un autre grand univers de BD qui a pas de fin? Métabaron, là, est-ce que c'est parent avec Mathieu Baron, l'animateur de Coup de foudre? C'est ce que je veux savoir. Méta Big Baron.
Moi, de mon côté, écoutez, au début de l'émission, on disait que c'était un peu une balle courbe d'aller chercher une série comme Rick and Morty, d'avoir réalisé qu'il existait 40 épisodes de bande dessinée écrite sur le côté. Puis, dans les faits, je suis d'accord avec toi, Alex. Là. C'est vrai que c'est très facile d'avoir pris ça. J'aurais beaucoup aimé, moi, parler des métabarons. L'univers de Shadowrun, je sais pas si ça vous dit quelque chose, ce fameux jeu de rôle dans Cyberpunk. Ça me fascine, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et je suis allé vraiment dans quelque chose de totalement différent, mais aussi de très populaire puis qui m'intéresse beaucoup. Mais je pense pas, puis si vous lisez la BD de Rick and Morty, puis c'est là que je voulais aboutir avec mon choix de bande dessinée, c'est pas très bon. Honnêtement, là, la bande dessinée ne va jamais chercher ce que le dessin animé parvient à faire. Les punchs arrivent, on dirait, sur le tard. L'efficacité du dialogue est pas la même. Même si l'intention est bonne, puis que les histoires, veut pas, se tiennent, le rythme est pas du tout le même qu'à la télévision et ça fonctionne pas. On veut avoir l'original. Fait que j'enlève tout de suite mon choix, mais je vous recommande de découvrir la série si c'est pas fait. Là. Les référents culturels sont extraordinaires. L'écriture est... Mais même si tu retires ton choix, c'est quand même le grand goniomètre qui va décider. C'est quand même le grand... OK, ça va. Puis, toutes vos bandes dessinées m'intéressent. J'ai envie de toutes les lire. J'ai lu un peu l'Incal, Motel Galactique, je l'ai feuilleté. Saga, j'ai un ami qui m'en a longtemps parlé. Je serais très embêté de déterminer quels seraient les choix du goniomètre ce soir, mais je suis prêt à montrer patte blanche et à dire que de mon côté, c'est une pâle copie là, de ce que la dessin animé peut donner. Je faisais un peu de mauvaise foi tantôt, mais faut que j'avoue que Motel Galactique, la case que tu parlais tout à l'heure, ballonnée, Oui. je dois l'admettre, c'est la case qui m'a fait le plus rire de tout ce que j'ai lu. En tournant la page, en voyant ça, c'est tellement drôle. C'est une bonne case. Et je pense pas qu'il y ait grands univers ou autres œuvres dans laquelle on peut retrouver le docteur Doogie et un personnage qui est une fusion entre Jacques Parizeau et Yoda. Ça n'a pas d'allure. Mais Guillaume, l'Incal, enfin, on faisait des blagues aussi tantôt, mais l'Incal, est-ce que ça a bien vieilli d'après toi? C'est particulier. Mettons, tu prends comme Saga, là, qui est super moderne, puis qui est très progressiste, puis qui est très de son temps. L'Incal... Ben, c'est surprenant. Il y a quelques affaires qui tiennent vraiment la route, comme le président de la galaxie, c'est comme un animateur de télé-réalité, comme, disons, un actuel président américain qui animait The Apprentice. Et on a vraiment des gens glauques qui sont prisonniers de leur téléviseur. Et c'est en 1980, alors c'était pas un sujet aussi abordé comme la télévision qui scrape la créativité humaine. Mais non, ça tient vraiment la route du fait que c'est très vague parfois comme concept, là. Mais non, je recommande, si juste pour voir à quel point c'est fucké, je recommanderais vraiment pas mal tout le monde qui s'intéresse le moindrement à la BD de science-fiction de jeter un petit coup d'œil. Peut-être pas toute la série de l'Incal, parce qu'il y en a vraiment eu un troc dans cet univers-là, mais le cycle principal de l'Incal est en 6 c'est tomes. les 5 premiers, je pense. Ça se lit bien, c'est particulier. Est-ce qu'on aurait des... T'as quoi dire, Alex? Oui, ben en fait, c'est un peu à l'inverse de ce que François-Jean a apporté au Rick and Morty, où on parle d'une série télé qui devient une BD, là, comme ça, mais l'Incal ou même Saga, c'est des œuvres, on va dire, importantes ou majeures. Est-ce qu'il y a eu des adaptations de ça, ou est-ce qu'un jour, on va avoir tellement épuisé le puits à idées qu'on va aller fouiller là-dedans pour faire des films ou autre chose comme ça? C'est Motel Galactique, je sais qu'il n'y a rien qui a été adapté de ça, mais sachant que c'est des œuvres importantes. Saga, selon Brian K. Vaughan, lui, il a dit, je veux que cette bande dessinée-là soit qu'une bande dessinée, je veux pas que ça soit adapté. Il l'a fait en conséquence, là. Ça reste à voir. Peut-être que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux pour une série télé, mais Game of Thrones le fait quand même. Ben oui. Et comme tu as dit tout à l'heure, on a l'ami Denis Villeneuve avec Ryan Gosling qui vont finir par ramener l'Incal à l'écran. J'ai demandé au grand goniomètre et le grand goniomètre a décidé que les 2 séries qui seront sauvegardées, c'est l'Incal et Saga. Donc, sur la page Facebook, facebook.com/RGCKRL, je vous invite à aller voter pour votre préféré. Également, #MatraqueMolle sur Twitter, le hashtag, allez, donnez-nous votre choix. Allez télécharger la balado-diffusion sur iTunes ainsi que sur Google Play. Cherchez E = RG2. Petite vite, combien d'abonnés un chiffre entre 1 et 100, nombre d'abonnés sur Google Play. Alex? 48. 62.
9. Zéro. Alors, voilà, merci beaucoup d'avoir été là. La semaine prochaine, c'est la BD fantastique. Le grand goniomètre a parlé. Donc, Guillaume Plante, merci beaucoup. Merci, bye bye tout le monde. François Jean, merci beaucoup. Je t'en prie, François. Alex Drouin, merci beaucoup. Grand plaisir. Mon nom est François Anger et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Après la pause, c'est l'émission Rock et Gaz.